Damit wir zügig mit den Arbeiten beginnen können. Wussten Sie es, 2012 war das europäische Jahr des aktiven Altern und der Solidarität zwischen den Generationen. Es war auch ein weiteres Jahr für die Krise. Und die europäische Politik wurde von vielen Akronymen und Titeln bestimmt, die vorerst kein Mensch verstanden hat. Two-Pack, Six-Pack, Fiskalpakt, ESM oder Bankenunion. Ob diese Neuerungen tatsächlich nützlich sind, wird die Zukunft zeigen. Bei mir zu Gast, um auf das Jahr 2012 zurückzuschauen, empfange ich heute Hans-Gert Pöttering, der frühere Präsident des Europäischen Parlaments, heute Europaabgeordneter, ja noch natürlich. Willkommen bei mir zu Gast. Danke. Bevor es gleich weitergeht mit unserem Gespräch, mit einem Stück, das wir uns anschauen werden, geht es erstmal um Fragen, wo Sie zwei Möglichkeiten haben zu antworten. Das ist Ja oder Nein. Hans-Gert Pöttering, war 2012 ein gutes Jahr für Europa, Ihrer Ansicht nach? Ja. Ist Europa aus der Krise raus? Nein. Klare Antwort. In vielen Fällen scheint es, dass die Staats- und Regierungschefs das Sagen haben und das machen, was sie eigentlich wollen. Das Parlament wird immer weniger gefragt oder auf jeden Fall nicht so richtig gehört. Haben Sie auch das Gefühl? Nein. Gut. Hat der arabische Frühling das gebracht, was Sie sich erhofft haben? Man weiß, Sie sind sehr an dieser ganzen Region interessiert, haben sehr viel dafür gearbeitet. Nein. Okay. Müsste die EU in Syrien militärisch intervenieren? Nein. Der neue Präsident des Europäischen Parlaments heißt Martin Schulz. Könnte man immer mal wieder Hans-Gert Pöttering halten. Können wir mal sehen. Auf jeden Fall. Macht er eine gute Figur? Ja. Sie sind zufrieden? Ja. Wird Hans-Gert Pöttering wieder für Europa kandidieren? Das ist eine offene Frage. Darauf kann ich nicht mit Ja oder Nein antworten. Würden Sie eine Kandidatur eines Parlamentspräsidenten als Kommissionspräsident unterstützen? Ja. Okay. Vielen Dank fürs Mitspielen. Eine Frage hatte ich noch. Zieht es Sie manchmal auch wieder mehr zurück nach Hause, nach Osnabrück und sagen, ich will mal ein bisschen mehr Politik zu Hause betreiben?
Wenn das noch mit Ja oder Nein knapp beantwortet werden muss, sage ich ja. Okay, vielen Dank. Wir haben uns ein bisschen dieses Jahr 2012 angeschaut. Es sind natürlich nicht nur durch diese Akronym, die ich gerade vorher benannt habe, sondern auch durch Dinge, haben uns Dinge angeschaut, die wirklich etwas im Leben der Bürger und Bürgerinnen sich geändert hat. Meine Kollegin Letizia Markakis versucht jetzt innerhalb von 2 Minuten 30 nachzuschauen, was dieses Jahr alles passiert ist. Schauen wir es uns an. Si vous comptez faire un grand tri de fin d'année et vous débarrasser de votre vieux four ou de votre vieille machine à laver, réfléchissez à 2 fois avant de les jeter. Dès 2016, chaque État membre devra améliorer la collecte, le réemploi et le recyclage des appareils usagés et réduire leur exportation. Pourquoi? Parce que votre téléviseur contient des matières premières de grande valeur. Mais de quel type d'appareil s'agit-il exactement? Elektronikschrott, das ist unser Fernsehapparat, das ist der Computer, das ist der Haartrockner, das ist die Haarzange, das sind alle Geräte, wo Strom durchfließt und wo wertvolle Rohmaterial drin sind. Und das haben wir bis jetzt so ungefähr mit 4 Kilo pro Kopf gesammelt in Europa und jetzt wollen wir viel mehr sammeln. Agression, harcèlement, terrorisme. Chaque année, 75 millions d'Européens sont victimes de crimes en tout genre, mais ne sont pas suffisamment informés ou protégés lorsque cela se passe dans un autre pays que le leur. D'ici 3 ans, tout ressortissant de l'Union aura les mêmes droits que dans son propre pays. Good morning, Mrs. Parvanova. Good morning. Could you explain to us what is going to change concretely for the victims? They will have access to very well qualified specialized services, interpretation, translation services as well, and all the needs of the citizens which are victims of crime will be assessed, so the service will be very much organized and oriented towards their needs and to their best interest. Le scooter et la moto sont beaucoup plus pratiques en ville, mais restent peu sûrs, alors qu'ils ne représentent que 2% du trafic européen chaque année. Les 2 roues englobent 16% des accidents mortels. Pour éviter le pire, cette moto est équipée d'un système ABS et d'un allumage automatique des phares. Dès 2016, ce sera obligatoire sur tous les 2 et 3 roues, dont la cylindrée dépasse 125 cm3. L'autre changement à venir, les normes anti-pollution, elles seront renforcées pour les cyclomoteurs, les scooters, les motos et les quads. Mais ces nouvelles normes vont-elles avoir un impact sur le prix d'achat? J'ai posé la question à Wim van de Kamp, le rapporteur de ce dossier. The new braking system is quite expensive, especially now. But when it is obligatory for every scooter and every moped, prices will reduce very quickly. So in 2016 maybe it's a little bit expensive, 2018 it's the same price as now. Enfin, sachez que désormais, les scooters et les motos devront aussi passer par un contrôle technique partout dans l'Union. Bon, c'est vrai, toutes ces nouvelles règles ne sont pas pour demain. Hans-Gert Pöttering, Sie haben am Anfang gesagt, ja, es war ein gutes Jahr für Europa. Warum eigentlich? Man hört eigentlich nur Krise hin, Krise her. Man hat hier gesehen, natürlich, es ist über vieles abgestimmt worden, das tatsächlich wirklich das Leben der Bürger bestimmt, und zwar positiv. Es hat sich einiges geändert, aber grundsätzlich heißt es immer noch Krise. Ja, wenn man eine Frage mit Ja oder Nein beantworten muss, dann liegt das Ja auch nah beim Nein. Aber man muss sich ja für eine Variation entscheiden. Und mein Ja möchte ich so begründen, dass die Krise, in der wir uns befinden, die Verschuldenskrise, jetzt als eine Chance verstanden werden muss, dass wir die Defizite, die wir in einigen Ländern der Europäischen Union haben, abbauen und dass wir einen gemeinsamen Weg in die Zukunft der Europäischen Union gehen. Und dieses Gefühl, dieses Bewusstsein, diese Gewissheit, glaube ich, ist da bei den Mitgliedsländern der Europäischen Union, im Europäischen Parlament ohnehin. Und deswegen sehe ich die Herausforderungen, vor denen wir stehen, als eine Chance. Und deswegen mein Ja. Okay. Deutschland, Griechenland. Sie werden noch nach Griechenland fliegen, dieses Jahr noch. Es geht wirklich um deutsch-griechische Beziehungen, auch die aufzubauen. Wie ist Ihr Gefühl heute bezüglich dieser deutsch-griechischen Beziehung? Was muss sich ändern? Haben die Deutschen vielleicht Fehler gemacht? Hat man in Europa bezüglich dieser Griechenkrise Fehler gemacht und nicht erkannt, was am Anfang tatsächlich los war? Ja, Sie haben freundlicherweise darauf hingewiesen, dass ich nach Athen reise. Ich bin in Deutschland Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung und wir werden in Anwesenheit von Ministerpräsident Antonis Samaras eine Vertretung in Athen eröffnen.
Und diese Vertretung soll dazu beitragen, die Beziehungen zwischen Griechenland und Deutschland, aber auch mit der Konrad-Adenauer-Stiftung selbstverständlich zu verbessern, weil in dieser schwierigen Zeit es notwendig ist, dass man sich besser versteht. Und das Gespräch, der Dialog ist die Grundlage eigentlich für die europäische Einigung. Und das wollen wir verbessern. Und da hat es eben einige Defizite in den letzten Wochen und Monaten gegeben. Das muss man aufarbeiten. Man muss aus den Erfahrungen lernen und dann gemeinsam in die Zukunft schauen. Okay, was war für Sie 2012 so der wichtigste Moment, die wichtigste Errungenschaft des Europäischen Parlaments, aber auch grundsätzlich EU-weit? Ja, es war natürlich die wunderbare Entscheidung des Friedensnobelpreiskomitees in Oslo, also in einem Land, das nicht zur Europäischen Union gehört, der Europäischen Union den Friedensnobelpreis zu verleihen. Und die europäische Idee, die Einigung Europas, ist ja wirklich im Kern eine Friedensidee. Und ich finde es wunderbar, dass das Friedensnobelpreiskomitee sich so entschieden hat. Und es war eine wunderbare Erfahrung, da in Oslo dabei zu sein. Sie waren dort, also wären wahrscheinlich auch gerne vorne gestanden, wie Martin Schulz. Aber auf jeden Fall, ich möchte nur kurz auf so einen Moment zurückkommen. Man hat gesehen, 3 Präsidenten der EU stehen da. Das Ganze hatte doch ein bisschen etwas, es war ein bisschen schwerfällig. Jeder wusste nicht genau, darf ich reden, wer redet jetzt, wo steht der eine, wo steht der andere. Der eine steht da fürs Foto, der andere rechts. Ist es irgendwie dieses Bild Europas, das so heute dasteht, oder ist es was anderes? Ja, wir sind doch die Einheit in der Vielfalt. Und da ist es ganz natürlich, dass es auch über ganz konkrete symbolische Akte Diskussionen gibt. Und wenn Sie gestatten, ich bin 15 Minuten nach der offiziellen Entscheidung, nachdem sie bekannt gegeben war, dass die Europäische Union den Friedensnobelpreis bekommt, im deutschen Fernsehen gefragt worden, ja, wer soll denn den Preis entgegennehmen? Und ich habe sofort gesagt, die 3 Präsidenten des Europäischen Rates, der Kommission und des Parlaments. Und ich finde wunderbar, dass der Präsident des Europäischen Parlaments, mein Freund Martin Schulz, selbstverständlich dabei war. Was muss sich, jetzt haben wir 2012 gesehen, es ist einiges passiert. Ich habe über ein paar Akronyme gesprochen. Es ist immer sehr schwer, europäischen Bürger verständlich zu machen, was passiert eigentlich hier in Brüssel und in Straßburg. Was sollte sich eigentlich vereinfachen, damit dieses tatsächlich auch rüberkommt. Es ist tatsächlich so, Tupac, ESM etc. versteht kein Mensch. Wir versuchen zwar immer wieder zu erklären, was es ist, aber es versteht kein Mensch. Ja, das bedeutet ja nicht, dass man den Kopf in den Sand stecken sollte, sondern dass man die Dinge verbessert. Und das können nicht die Politikerinnen und Politiker alleine. Die überwältigende Mehrzahl der Politiker gibt sich gewaltige Mühe. Wir sind ständig unterwegs, sprechen mit Menschen. Aber wir müssen es transportieren durch die Medien. Und ich würde mir wünschen, dass unsere nationalen Medien der Europapolitik genauso viel Spielraum geben, genauso viel Beachtung, wie sie das für die nationale Ebene machen. Die europäische Einigung wird immer wichtiger und deswegen auch die Berichterstattung. Und das ist meine Bitte an die Medien, dass wir da noch ein wenig zulegen. Okay. Was erhoffen Sie sich jetzt tatsächlich für 2013? Was wäre das perfekte Jahr für Hans-Gert Pöttering? Ein Bewusstsein aller Europäerinnen und Europäer, dass wir eine europäische Familie sind, die, wenn man in Schwierigkeiten gerät, nicht auseinanderläuft, sondern dass man Bemühungen macht, dass man zusammen bleibt. Denn wir sind als Europäische Union eine Wertegemeinschaft und das zählt. Die Würde des Menschen, die Menschenrechte, die Demokratie, die Freiheit, die Rechtsordnung und der Frieden. Und das muss uns durch Solidarität verbinden. Hans-Gert Pöttering, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen vielmals. Das war's aus Brüssel. Wir sehen uns wieder im Jahr 2013. Es wird diesmal das Jahr der Bürgerinnen und Bürger. Gleich geht's weiter mit meinem Kollegen Christoph Garasch. Dieser Teil der Sendung wurde während der Dezember-Plenarsitzung in Straßburg aufgenommen. Bis bald und tschüss. Bonjour, et on termine ce dernier numéro de l'année de 7 jours en Europe par un hommage à toutes celles et ceux qui restent emprisonnés de par le monde parce qu'ils ont osé témoigner contre l'injustice, la barbarie ou la tyrannie, les trois parfois. C'est le cas de Nasrin Sotoudeh et de Jafar Panahi. Vous ne les connaissez pas, l'une est avocate, l'autre est cinéaste, 2 Iraniens que le régime de Téhéran veut faire taire et pour lesquels le Parlement européen a décidé de leur remettre le prix Sakharov
Sakharov de la liberté de l'esprit. C'était le 12 décembre au Parlement à Strasbourg. Avec moi pour commenter ce 25e prix Sakharov, Serge Toubiana, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Cinémathèque française. J'avais juste une première question avant de commencer. Est-ce que vous avez eu des nouvelles récentes de Jafar, notamment, et de Nasrin? Je ne connais pas Nasrin Sotoudeh, mais Jafar Panahi, la dernière nouvelle qu'on a reçue à la Cinémathèque, c'est qu'il a souhaité que nous recevions pour lui le prix Sakharov. Il a jugé que la Cinémathèque était l'institution en France, voilà, qu'il avait bien défendue, qu'il le respectait évidemment comme cinéaste et comme auteur, et voilà, c'est la dernière nouvelle qu'on a eue, et donc c'est pour ça que nous sommes aussi venus à Strasbourg. On rappelle qu'il est en résidence surveillée, il n'a pas le droit de quitter le territoire, il n'a plus le droit de travailler. On leur reproche aux deux lauréats du prix Sakharov d'avoir été des protestataires, des activistes après les dernières élections. Oui, pour Jafar Panahi, Nasrin Sotoudeh est en prison, elle fait la grève de la faim, elle est vraiment soumise à un très très rude châtiment, je dirais. Quant à Jafar Panahi, il est condamné à 6 ans de prison, mais la sentence n'est pas encore mise en application, donc il est en liberté surveillée chez lui, et il n'a pas le droit de travailler, de faire des films, il n'a pas le droit de rencontrer des correspondants étrangers, enfin il est vraiment muselé. Et évidemment, ce qui est visé à travers ça, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'artistes ou de personnalités fortes qui représentent les droits de l'homme. Tout simplement. Alors avant de regarder un petit reportage illustrant le combat de ces deux lauréats, Serge Toubiana, c'est aussi le jeu de l'émission, place au oui ou non, 1 minute de questions-réponses, générique. Alors puisqu'on parle de prix, de remise de prix, le prix Nobel de la paix à l'Union européenne a été remis. Vous applaudissez ? Oui. La jeune génération, les jeunes Européens, sont très critiques vis-à-vis de l'Europe. Vous les comprenez? Oui. Vous avez regardé la cérémonie à Oslo? J'en ai vu, oui, hier. Émotion? Oui. Les Européens sont souvent critiques vis-à-vis de l'Europe. Est-ce que le cinéma européen, que vous connaissez bien, peut inverser la tendance? Est-ce qu'il peut jouer un rôle? Oui. Le cinéma américain a une force sur le cinéma européen que le cinéma européen n'a pas toujours. Il attire ce public, un public énorme à travers le monde. C'est la faute à qui si le cinéma européen ne se porte pas aussi bien? C'est la faute à qui? Aux producteurs, aux réalisateurs, au public? Là, je ne peux pas dire oui ou non, je suis obligé de dire que ce n'est pas une faute pour moi. C'est un état, c'est que le cinéma américain est très fort, très bien construit, les logiques sont très puissantes. À la fois d'écriture, de scénario, les acteurs sont merveilleux, il fait rêver, il n'est pas toujours intéressant. Souvent, les films américains aujourd'hui sont pauvres en récits, en histoire, en légendes. Mais ça marche. Mais ça marche. Ils ont un système économique absolument formidable. Mais en même temps, moi je connais bien les cinéastes américains, ils admirent beaucoup le cinéma européen, ils admirent beaucoup notre cinéma. Peut-être même qu'ils le jalousent secrètement. Allez, merci d'avoir joué le jeu. On regarde à présent ce petit portrait des deux lauréats du prix Sakharov 2012, des images signées Arnaud de Molder et un texte de Audrey Fraisse. 12 juin 2009, Mahmoud Ahmadinejad est reconduit pour 4 ans à la présidence de la République islamique d'Iran. À cette nouvelle, manifestations et marches se succèdent pour dénoncer une élection manifestement frauduleuse. La répression est sanglante. Dans les mois qui suivent, les arrestations arbitraires dans tous les milieux de la société se multiplient. Nasrin Sotoudeh, l'avocate des droits de l'homme et le réalisateur Jafar Panahi sont arrêtés et condamnés. Ces deux Paris sont lieu d'exil forcé que Karim Laïdji poursuit depuis 30 ans son combat pour la défense des droits de l'homme en Iran. Mon parcours est identique de celui de Nasrin Sotoudeh, avocat des prisonniers politiques. Elle a été condamnée à 6 ans de prison avec privation d'exercer sa profession d'avocat. Ils coupent les visites hebdomadaires, ils font des pressions aussi sur sa famille. Avec ce genre de pression, même symbolique, en fait, ils veulent briser la volonté et la résistance de Nasrin. La répression du régime s'exerce même dans les milieux artistiques. Jafar Panahi, réalisateur internationalement reconnu, est condamné à 6 ans de prison et 20 ans d'interdiction d'exercer son métier. Le régime ne lui pardonne pas d'avoir participé aux manifestations post-électorales. Son cinéma libre fait peur et pourtant...
Et Jafar Panahi, c'est pas un cinéaste politique. C'est un cinéaste, comment dire, on pourrait dire, qui a un regard moral, on va dire, qui a une éthique dans son regard, dans son appréhension de la réalité chez lui. Il est profondément iranien. C'est pas du tout un cinéaste qui veut désigner, attaquer. C'est quelqu'un qui a une capacité métaphorique très forte. Désormais en résidence surveillée, Panahi, bravant les interdictions, livre sur une clé USB, sortie clandestinement d'Iran, un nouveau film qu'il a appelé « Ceci n'est pas un film ». Et le Festival de Cannes a décidé de le montrer officiellement en 2011 à Cannes. Et ça a été effectivement un message très fort. C'est en même temps un autoportrait, si vous voulez, d'un cinéaste contraint, contrarié, empêché, censuré, sous la menace de l'emprisonnement. C'est l'histoire d'un réalisateur réduit à lire ses scripts et imaginer les lieux de tournage dans son salon. Alors, vous êtes toujours sur le plateau de Reparle TV. Mon dernier invité de l'année cette semaine, c'est Serge Toubiana. C'est le directeur de la Cinémathèque française. Et vous avez représenté un des deux lauréats, le cinéaste iranien Panahi, pour recevoir ce prix. Émotion, c'est lui qui vous a demandé, qui a demandé à la Cinémathèque d'être ses récipiendaires. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire de ce prix en attendant qu'il... J'espère le lui remettre bientôt. Enfin, avec Costa Gavras, qui est le président de la Cinémathèque, on est venu pour ça et on espère vraiment... On n'est que les intermédiaires entre lui et le Parlement européen. Donc, dès que ce sera possible, soit nous irons à Téhéran, soit il viendra en France pour montrer ses films. Et là, nous lui remettrons ce prix. C'est un prix qui lui est attribué pour son courage, pour sa résistance, pour sa... Puis voilà, cette personnalité extrêmement forte et très humaniste qu'est voilà, Jafar Panahi. Alors, je reviens juste sur cet épisode incroyable, cette clé USB qui sort d'Iran pour présenter un film qui n'est pas un film, un titre totalement surréaliste. Le regard que vous portez sur cette œuvre qui s'est faite comme ça? D'abord, c'est un film très fort, parce qu'on voit l'émotion de lui, Jafar Panahi, chez lui, qui ne peut pas sortir. Donc il fait dans son salon, il fait de la mise en scène, il dessine un plan comme on pourrait faire un storyboard, si vous voulez. Donc il y a quelque chose de à la fois formidablement courageux, formidablement optimiste, parce qu'il fait quand même un film. Et il fait un film et il veut le faire savoir. Donc il l'envoie, c'est nous qui l'avons reçu à la Cinémathèque, et je l'ai tout de suite transmis à Thierry Frémaux, le directeur général du Festival de Cannes. Thierry Frémaux l'a reçu, l'a visionné, et il a pris sa décision de le montrer au Festival de Cannes en 2011. Et à partir du moment où ce film a été montré au Festival de Cannes, tout le monde l'a vu. Et c'est revenu, donc le message est revenu en Iran. Donc si vous voulez, c'est quelque chose de très vertueux tout ça. Un, c'est la liberté d'expression, même dans une situation aussi pénible, aussi contraignante. Il a fait un film et il l'a transmis. Moi, je trouve que c'est un exemple. Un exemple. Alors, l'Iran est montré du doigt depuis des décennies. Les sanctions, les menaces, visiblement, ça ne marche pas beaucoup. Le régime iranien est là, les mollahs sont là, c'est une république islamique. Il faut faire avec dans une région extrêmement sensible. Quel regard vous portez sur ce que fait l'Europe pour essayer de trouver des solutions? Est-ce que l'Europe est trop molle? Moi, je trouve que non, parce que à mon petit niveau, au niveau de la Cinémathèque, dès qu'on s'est mobilisé, on a reçu l'appui de toutes les grandes associations culturelles, le Festival de Cannes, la SACD, l'ARP, la SRF, tous les grands cinéastes du monde entier se sont mobilisés. Tous les grands festivals du monde, Berlin, Cannes, Venise, Locarno, tout le monde s'est mobilisé. Il y a une sensibilité quand même très forte, parce qu'il y a un intérêt très fort pour l'Iran. C'est pas n'importe quel pays, c'est un grand pays, une grande civilisation. C'est une grande culture, une grande civilisation. C'est un cinéma passionnant qui nous a passionnés depuis 30 ans. Et donc cette situation est encore plus insupportable pour nous. Et donc, et je sais aussi, ça c'est quelque chose de très important, c'est que les gens en Iran qui ont des ennuis, hommes et femmes, militants des droits de l'homme, artistes ou avocats ou journalistes, ils sont très sensibles au fait qu'on se mobilise. C'est pour eux un soutien formidablement encourageant. Ils se sentent moins seuls. Si le prix Sakharov peut avoir une petite aide, il aura cette vertu, j'en suis sûr. Une petite vertu, ça sera celle-ci. Alors, un dernier mot, Serge Toubiana. Le cinéma iranien est prolifique, avec
des réalisateurs magnifiques. Si vous aviez un film à recommander, quel serait-il? Moi, j'ai un souvenir très personnel et très précis d'avoir découvert un cinéaste important qui est Abbas Kiarostami, qui a été d'ailleurs un peu le maître de Jafar Panahi, qui a été son assistant. C'était en 1989, à Locarno, j'étais au jury et j'ai vu un film qui s'appelait « Où est la maison de mon ami ?» Et c'était un film sur les enfants, parce que vous savez que le cinéma iranien est un cinéma extrêmement... où l'enfance a un rôle très important. C'est un cinéma didactique. C'est un moyen de faire passer beaucoup de messages aussi, et détourner la censure. Oui, et d'éduquer aussi, de former, d'éduquer sur la vie en société. Et ce film m'avait beaucoup bouleversé. Voilà. Où est la maison de mon ami? C'est peut-être, je crois que c'est le premier film de long métrage de d'Abbas Kiarostami. Et évidemment aussi les films de Jafar Panahi qui sont très beaux. Hein. Le dernier en date étant Ceci n'est pas un film, mais il y en a un très beau sur le football, hors jeu, formidable. Merci Serge Toubiana pour ce petit entretien à l'issue du prix Sakharov. Voilà, c'est tout pour 2012. Quant à nous, on se retrouve en janvier prochain pour un nouveau numéro de 7 jours en Europe. Bonne année!